Vous êtes déjà entré dans un lieu sans vraiment savoir pourquoi vous vous y sentez immédiatement à l'aise, ou au contraire légèrement tendu. Rien n'est clairement dérangeant. Et pourtant, quelque chose ne fonctionne pas, vous ralentissez, vous regardez autour de vous, puis vous repartez, parfois au bout de quelques secondes. Ce type de réaction semble intuitif. On pense que c'est une question de goût, ou simplement une impression passagère. Mais en réalité, ces sensations sont souvent liées à l'espace lui-même, pas à ce que vous voyez consciemment, mais à la manière dont votre cerveau interprète l'organisation du lieu. Les espaces publics ne sont pas neutres, ils sont construits, structurés, pensés pour accueillir des flux, des usages, des comportements. Et dans cette organisation, il existe une série de mécanismes invisibles qui influencent la manière dont vous vous déplacez, dont vous vous arrêtez, et dont vous interagissez, sans contrainte, sans signal explicite, mais avec une précision souvent très fine. Dans cette analyse, nous allons observer ces mécanismes, comprendre pourquoi certains lieux vous attirent et pourquoi d'autres vous repoussent. Commençons par un élément fondamental, le parcours. Lorsque vous entrez dans un espace public, votre corps ne reste jamais immobile. Même si vous ne bougez pas immédiatement, votre regard commence à explorer. Il cherche une direction, un chemin, un point d'entrée dans l'espace. Et très souvent, cette direction vous semble évidente. Vous ne réfléchissez pas, vous avancez. Cette impression de savoir où aller est en réalité produite par l'espace lui-même. La largeur d'un passage, la hauteur sous plafond, la position d'une ouverture, la continuité d'un sol, tous ces éléments dessinent des lignes invisibles qui orientent votre mouvement. Un passage étroit crée une compression, le corps se resserre, le pas s'accélère, on traverse. À l'inverse, un espace qui s'ouvre brusquement ralentit, le regard s'élargit, le corps hésite. On observe. Ces variations de rythme sont fondamentales. Elles structurent l'expérience du lieu, mais elles ne sont pas toujours perçues consciemment. Un deuxième élément important concerne les zones d'arrêt. Dans un espace public, rester n'est jamais neutre. Le corps a besoin d'une raison pour s'arrêter. Un support, une limite, une position lisible. Sans cela, le mouvement continue. C'est pour cela que certains espaces, même très beaux, restent vides. Parce qu'ils ne proposent aucune condition favorable à la pause. Un sol uniforme, aucune assise, aucune variation. Le corps passe, mais ne s'engage pas. À l'inverse, un espace qui propose des micro-situations, un banc, un rebord, une différence de niveau, crée des opportunités. Mais encore une fois, tout dépend de leur position. Un banc placé au centre d'un espace très ouvert peut rester inutilisé parce qu'il expose. Le corps est visible de tous côtés. Il n'y a pas de protection. Le même banc placé contre un mur légèrement en retrait devient immédiatement plus attractif parce qu'il offre une direction, un arrière, un cadre. Cela nous amène à un principe essentiel, la relation entre exposition et protection. Dans un espace public, vous êtes toujours dans une double position. Vous observez les autres et vous êtes observé. Cette situation crée une tension légère mais constante. Lorsque l'espace est totalement ouvert, sans aucune modulation, cette tension augmente. Il n'y a pas d'endroit où se placer sans être visible. Le corps reste en alerte. À l'inverse, lorsque l'espace propose des zones intermédiaires, des angles, des limites, des variations, le corps peut choisir sa position. Se placer, se stabiliser, ce n'est pas une question de se cacher, mais de contrôler son niveau d'exposition. Un autre élément déterminant est le rythme spatial. Certains espaces sont monotones, les mêmes formes se répètent, les mêmes matériaux, les mêmes proportions. Le cerveau s'adapte rapidement, il n'y a plus de surprise, l'attention diminue, le lieu devient presque invisible. À l'inverse, certains espaces introduisent des variations, un changement de lumière, une ouverture inattendue, une différence de hauteur. Ces variations créent un rythme, elles relancent l'attention, elles donnent au lieu une dynamique. Mais ce rythme doit être maîtrisé. Trop de variations créent de la confusion. Le cerveau ne parvient plus à structurer l'espace. Pas assez, et l'espace devient passif. Un autre facteur souvent sous-estimé est la transition, les passages entre les espaces.
Un lieu n'existe jamais seul, il est toujours relié à d'autres. Et la manière dont on passe de l'un à l'autre influence fortement la perception. Une transition brutale, un passage direct, sans préparation, peut créer une rupture. Le corps doit s'adapter rapidement. À l'inverse, une transition progressive, un espace intermédiaire, un seuil, une variation, permet une adaptation plus douce. Le cerveau comprend le changement. Il l'accepte. Parlons maintenant du son. Même si l'on pense principalement en termes visuels, l'environnement sonore joue un rôle majeur. Un espace très réverbérant où les sons rebondissent peut créer une sensation de confusion. Le bruit n'a pas de source claire, il envahit l'espace. À l'inverse, un lieu où le son est absorbé, où les sources sont localisées, semble plus calme, plus maîtrisé. Le corps se détend. Un autre élément fondamental est l'échelle. L'échelle, c'est la relation entre la taille de l'espace et celle du corps humain. Un espace très grand peut impressionner, mais il peut aussi créer une sensation d'exposition. Le corps se sent petit, visible, sans repère. À l'inverse, un espace trop étroit peut contraindre, limiter les mouvements, créer une sensation de compression. Le confort se situe souvent entre les deux, dans une échelle qui permet au corps de se situer, de comprendre les distances, de se projeter. Enfin, il faut parler d'un dernier élément, la lisibilité. Un espace lisible est un espace que l'on comprend rapidement. On sait où aller, on sait où s'arrêter, on comprend les limites. Cette lisibilité réduit l'effort mental. Le corps se déplace avec fluidité. À l'inverse, un espace complexe, mal structuré, demande un effort constant d'interprétation. Où suis-je? Où aller? Que faire? Ce questionnement, même inconscient, fatigue. Ces éléments, parcours, arrêt, exposition, rythme, transition, son, échelle, lisibilité, forment une structure invisible, une structure que le cerveau analyse en permanence, sans effort apparent, sans réflexion consciente. C'est pour cela que certains lieux vous attirent, vous y restez plus longtemps, vous vous y sentez bien, et d'autres vous repoussent. Vous traversez rapidement, vous ne vous arrêtez pas à cause du style, pas à cause des matériaux, mais à cause de leur organisation. Les espaces publics influencent votre comportement, ils orientent vos mouvements, ils modifient votre posture. Ils influencent même la manière dont vous interagissez avec les autres. Observer ces mécanismes permet de comprendre une chose essentielle. Le comportement n'est pas uniquement individuel, il est aussi spatial. Il dépend de la manière dont l'espace vous accueille, vous guide ou vous met en tension. La plupart du temps, ces effets restent invisibles, mais ils sont présents dans chaque rue, chaque place, chaque bâtiment, et peut-être que la prochaine fois que vous entrerez dans un lieu, vous observerez différemment. Vous regarderez les parcours, les zones d'arrêt, les transitions, la lumière, et vous comprendrez pourquoi vous avez envie de rester ou de partir. Vous étiez avec une architecte cachée du monde. Et dans la prochaine vidéo, nous examinerons pourquoi certains magasins vous font rester plus longtemps que prévu. À la prochaine.